Alors, bonjour à tous. En fait, je pense que nous venons vraiment maintenant de démarrer l'événement. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Je me présente, je suis Julie, responsable digitale pour l'EPF. Cécile, qui est coach formatrice spécialiste en communication et marketing, qui va pendant 7 heures vous présenter toutes les clés pour réussir vos euros de motivation. Et Marielle, qui est donc modératrice sur cet événement. Donc, merci à nouveau d'être là. L'EPF est donc une école d'ingénieurs généralistes que vous connaissez peut-être. N'hésitez pas à nous dire en chat si vous connaissez, si vous ne connaissez pas l'EPF, et nous dire un petit peu plus sur vous. Où est-ce que vous en êtes de vos études? Quels sont vos projets? Où est-ce que vous venez? Est-ce que vous êtes de la région parisienne? Est-ce que vous connaissez l'EPF par nos autres campus en France, puisqu'on a des campus à Montpellier, à Troyes, bientôt à Saint-Nazaire en 2023, et un campus également à Dakar. Je vous propose de démarrer cette petite webinaire par une présentation de l'école, si elle a bien démarré. J'enlève peut-être le partage de l'écran alors. Cécile, je te laisse, je ne sais pas si tu nous entends, tu peux relancer ton micro. Oui, oui. Vous m'entendez? En principe, mon micro est activé. Vous m'entendez? Je t'entends très bien. D'accord, ok, super, merci. Parce que là, je n'avais pas de retour. Alors, je repartage la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce matin
pour vous accompagner, vous donner des clés qui, j'espère, vous aideront à réussir vos entretiens de motivation. Alors, je repartage juste la présentation. Ça, c'est la partie technique qui est toujours un peu délicate à tester. Alors, on avait une question à vous poser pour savoir comment, justement, si vous êtes là aujourd'hui, pour les oraux, vous vous sentez en entretien. Alors, si vous pouvez nous répondre directement dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt à l'aise, vous vous sentez extrêmement prêt? Est-ce que vous avez... Il n'y avait pas un sondage? Alors, malheureusement, le petit sondage bloque. Il y aura le petit sondage sur la fin. Donc, c'est vrai que là, on attend plutôt vos commentaires. N'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez. Est-ce que là, c'est la panique totale à l'approche des examens, d'où votre présence aujourd'hui? Est-ce que, contrairement à certains, vous vous sentez à l'aise? Mais bon, tous les conseils sont bons à prendre et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous dites juste ça va, je me sens bien, je suis plutôt à l'aise, détendue et confiant ou confiante. Mais je pense qu'on apprend toujours de personnes qui ont des parcours différents et une autre expérience. Donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Donc, on voit qu'il y a 2 personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, en fait, dans ce type d'examen. Voilà, vous êtes plusieurs à avoir le même ressenti, de même, un peu pareil. Voilà, certains reconnaissent, oui, il y a du travail, c'est vrai. Tous les conseils nécessiteront du travail de votre côté. Je laisse Cécile répondre. Voilà. Alors, l'idée, je vous ai mis une petite image pour savoir comment, à quel animal de ce bestiaire vous vous identifiez. Est-ce que vous vous sentez à l'aise un petit peu comme le zèbre ou est-ce que parler à l'oral de vous, parce que c'est une chose de parler à l'oral, mais parler de soi à l'oral, ça peut paraître parfois plus difficile, évidemment. On verra pourquoi. Donc, c'est un peu se situer où vous en êtes aujourd'hui, sachant que parfois, on a aussi des croyances par rapport à ça. Donc, c'est aussi d'aller éclairer peut-être certains points qui vous aideront à préparer ces entretiens. Donc, on va parler, je vais me présenter. Mais les 3 points que je souhaitais aborder assez rapidement dans ce webinaire, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours magistral d'éloquence, on n'est pas là pour ça, mais vous donner quelques clés assez concrètes d'un point de vue pratico-pratique. C'est quoi les ingrédients d'un entretien réussi? C'est quoi peut-être les obstacles que vous allez devoir surmonter? Justement, certains disent « je ne suis pas assez préparée », vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Et puis, je vais vous donner quelques clés qui, j'espère, vous aideront à renforcer votre impact et à renforcer aussi votre confiance, à booster, puisque c'est souvent un point qui est vraiment important à l'oral. Alors, qui je suis pour vous parler aujourd'hui? Julie l'a dit, donc je suis coach, je suis aussi formatrice en communication. L'oral n'a jamais été évident pour moi quand j'avais votre âge, donc on peut toujours évoluer, progresser. Pourtant, j'ai commencé ma carrière en tant que communicante, mais ça a toujours été compliqué. Et donc, au fur et à mesure, évidemment, de ma carrière, j'ai découvert certaines clés qui m'ont aidé à mieux m'exprimer à l'oral. Et c'est aussi en devenant coach que j'ai découvert plein de choses qui se cachaient derrière les croyances, qu'est-ce qui freine pour parfois se sentir en difficulté quand on parle à l'oral. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui parmi vous. Je continue à donner des cours sur ces thématiques pour préparer les entretiens dans certaines écoles. Je suis jury et ma spécificité, c'est d'accompagner les jeunes de 15 à 25 ans pour les aider à trouver en particulier une voie d'études qui leur plaise vraiment, mais également mieux gérer leur stress et renforcer leur confiance. Et j'ai 4 jeunes adultes. Je suis maman et belle maman de 4 jeunes adultes de 19 à 23 ans. Donc, je connais bien aussi vos problématiques. Et j'ai été aussi directrice de la communication de l'EPF pendant 7 ans. Donc, je connais bien l'école. Alors, par rapport à l'entretien, c'est quoi les ingrédients d'un entretien réussi, en fait? On peut se dire, c'est un peu comme une recette de cuisine. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Et est-ce que je dois faire des choses incroyables ou est-ce que je dois juste peut-être essayer d'être moi-même? Alors, comment ça se passe un entretien? Peut-être que vous n'en avez jamais encore passé, que ce soit
peut-être pour trouver des stages, et encore, vous êtes encore souvent pour la plupart en terminale, j'imagine, certains en première. C'est avant tout un échange. Et pour ça, il y a cette image du dialogue qui est présent. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que ça va être un moment où vous allez prendre le temps de vous présenter et de dire qui vous êtes finalement. Le jury veut comprendre quelle est votre personnalité, donc valoriser vos spécificités, quelle est votre motivation, puisqu'on est sur des entretiens de motivation. Et donc, pour passer ces entretiens, évidemment, une des conditions sine qua non, c'est d'être motivé. Et également pouvoir questionner le jury sur la formation, sur l'école ou sur certains points que vous avez envie d'éclairer lors de cet entretien. Vous n'êtes pas au tribunal. Voilà, vous n'avez pas des juges devant vous. C'est vraiment le considérer comme un temps d'échange. Pour l'école, c'est l'occasion de mieux vous connaître et surtout de s'assurer que vous correspondez aux attentes de la formation. Vous avez les qualités, les compétences pour réussir vos études et bien vous intégrer dans l'école. Donc, c'est vraiment une sorte de matching entre vous, ce que vous attendez et ce que l'école attend. Et comment ça se passe? Alors, pour mieux comprendre, pour ceux qui se posent la question à quoi s'attendre, en général, alors, parler des entretiens l'EPF, mais dans d'autres écoles. Donc, vous savez, pour ceux qui passent le concours à venir sur la formation généraliste, il n'y a pas d'entretien pour l'EPF. Mais vous pouvez avoir des entretiens pour certaines formations. Donc, je pense au bachelor. Je pense aux élèves qui sont en STI 2D. Il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui. Et il y a des entretiens également pour les élèves qui sont... oui, merci de préciser, super. Des élèves qui sont en STI 2D et des élèves qui passeraient les oraux pour les formations binationales de l'EPF. Donc, je pense à la formation franco-québécoise qui permet de partir en deuxième année donc, au Québec et la formation franco-allemande. Et donc là, il y a effectivement un oral pour s'assurer de votre motivation, de votre préparation pour pouvoir partir à l'étranger aussi longtemps. Mais vous êtes peut-être là aussi pour préparer des entretiens pour d'autres écoles et c'est tout à fait OK. Donc, selon les écoles, et c'est pour ça que je vous ai mis entre 20 et 30 minutes, voilà, le format, ça dépend un peu des formations, des écoles, mais c'est autour de 20 et 30 minutes, qui sont en général organisées autour de 3 temps. Il y a une présentation du jury. Le jury, c'est qui? C'est souvent une ou deux personnes, en général plutôt 2 personnes, qui font partie de l'école. Ça peut être, dans certaines situations, certaines écoles, des anciens élèves aussi qui sont présents, ou des coachs parfois. Donc, ils vont se présenter et ça sera à vous de vous présenter pendant 2 à 3 minutes. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces 2-3 minutes de présentation, le fameux pitch. Donc, le pitch, ça vient du mot anglais, le pitch elevator. En fait, ça vient des États-Unis. C'est le temps que vous avez pour dire qui vous êtes, vous présenter à une personne que vous ne connaissez pas dans un ascenseur. On imagine un ascenseur aux États-Unis, donc ça prend assez longtemps, les buildings. Mais voilà, 2-3 minutes ou 30 secondes même pour être assez percutant. En tout cas, en entretien, on attend de vous autour de 2 minutes. Le jury va poser des questions. Vous êtes dans l'échange, vous êtes aussi dans l'écoute pendant ce temps-là. Et puis, vous pourrez poser aussi des questions. Et donc, vous aurez aussi des questions à préparer. On en reparlera. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Il faut vraiment le voir comme un moment où on va chercher à vous connaître. Et donc, quelque part, vous pourrez vous dire, j'ai rien à préparer, j'y vais comme je suis. Bon. L'idée, c'est que vous y allez effectivement avec votre personnalité, vos atouts, mais c'est d'avoir aussi réfléchi sur tous ces éléments-là. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire pour la préparation. Donc, c'est avant l'entretien, bien réfléchir à vos arguments. Donc, finalement, l'entretien, ça va être un prolongement des projets motivés sur lesquels vous travaillez, j'imagine, en ce moment, dans lesquels vous allez exprimer des points de motivation et vous avez regardé en général, quand vous écrivez ces projets,
les attendus de la formation, ces fameux attendus qui sont sous Parcoursup, et vous essayez de mettre en parallèle en quoi vous correspondez à ces attendus. Ben, c'est la même chose en fait pour l'entretien, c'est-à-dire ça va être un prolongement de votre projet motivé qui nécessite d'avoir fait le point sur vous, votre personnalité, vos valeurs, voilà, les choses qui vous animent, les compétences que vous avez pu développer durant votre scolarité, les points forts, vos qualités, avoir identifié vos défauts, donc pas forcément pour les dire comme ça après du décoffrage, mais pouvoir répondre sur ces éléments-là si vous avez des questions. Donc, c'est avoir fait un peu un retour sur vous, sur passé, présent, qui vous êtes et comment vous pouvez vous présenter. Et le deuxième point, évidemment, c'est vous projeter sur l'avenir, c'est-à-dire c'est quoi vos attentes, est-ce que vous avez un projet, un rêve professionnel, sûrement celui de devenir ingénieur si vous êtes ici, mais au-delà de ingénieur, c'est quoi? Dans quel domaine? Est-ce que vous avez réfléchi à des secteurs qui vous attirent? Au type d'ingénieur que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de changer finalement dans ce monde qui nous entoure aujourd'hui? De quoi vous serez fier? Qu'est-ce que vous serez fier d'avoir accompli? Donc, vous n'avez peut-être pas forcément les réponses à toutes ces questions, mais c'est d'y réfléchir et d'essayer quand même de rédiger certains points pour pouvoir réagir et répondre aux questions du jury. Donc, l'environnement d'études, de travail aussi dans lequel vous projetez, d'études, si vous postulez à l'EPF ou une école après-bac, qu'est-ce qui fait que vous allez vers ce type d'école? Qu'est-ce qui fait que vous allez peut-être sur des bachelors pour avoir une approche plus concrète des projets? Donc, avoir réfléchi un peu à quoi ça correspondait à ce que vous attendiez et vos secteurs cibles. Et puis, avoir aussi regardé d'un point de vue de l'école ou de sa formation, je parle parce qu'effectivement, dans une même école, il peut y avoir différentes formations. Comment ça se passe en termes d'organisation d'études, de pédagogie, de stages, d'alternance possible parfois, donc pour les bachelors. L'international, comment ça s'organise, les spécialités et les majeurs qui vous intéresseraient. Vous n'êtes pas obligé d'être décidé, surtout dans une école généraliste comme l'EPF, mais c'est important quand même d'avoir au moins lu ce que l'école proposait et ce qui peut-être pourrait déjà vous intéresser aujourd'hui, sans avoir d'idée peut-être tout de suite arrêtée. Les associations, vous êtes peut-être allé à des journées portes ouvertes de l'EPF, vous avez regardé des informations sur le site internet, est-ce qu'il y a des associations qui vous intéressent en particulier? Et puis, c'est quoi les points forts de l'école peut-être qui vous motivent? Regardez son réseau d'anciens élèves, est-ce que c'est les classements, est-ce que c'est ses relations entreprises? Est-ce que c'est l'histoire de l'école ou certaines valeurs que l'école porte? C'est tous ces points, en fait, qu'il faut arriver à regarder et à préparer pour pouvoir bien vous exprimer sur le sujet. Et donc, ensuite, l'idée, c'est que vous rédigiez vos arguments pour vous mettre en avant et préparer ce fameux pitch, donc de présentation. Alors, surtout pour des élèves qui vont en formation d'ingénieur, la difficulté, c'est de se dire, oh là là, je vais devoir parler de moi pendant 2-3 minutes, et je suis assez timide, comment je fais, etc. L'idée, c'est vraiment de vous présenter pour vous mettre en avant, et pas avec l'idée de je vais me vanter, c'est-à-dire je vais dire que je suis meilleure que les autres. Non, c'est dans la posture, valoriser qui vous êtes, tout en restant bien sûr authentique et sincère, et sans pour autant vous dévaloriser. Ça, c'est important, surtout pour les élèves qui parfois manquent de confiance, ont des parcours scolaires un peu difficiles. Donc, si vous êtes convoqué pour l'entretien, déjà, ça veut dire que vous intéressez l'école. Sinon, vous ne seriez pas convoqué à un entretien. Oui, vous ne seriez pas effectivement convoqué à un entretien. Donc, c'est important de garder ça en fait comme un ingrédient de confiance et de vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis pour cet entretien et je vais pouvoir parler
2 mois. Et parler de vous, c'est aussi avoir fait dans ce retour de votre passé, parler de faits et de réalisations concrètes. C'est-à-dire, ce n'est pas juste « je suis curieux », mais c'est effectivement « j'aime les sciences, je m'intéresse à plein de techniques ou à plein de domaines d'activité, j'aime les voyages, etc. » Et ça a vraiment développé ma curiosité. Ou parce que je suis curieux, je m'intéresse aux sciences, etc. Et c'est arrivé à illustrer vos qualités et à partir du moment où vous les appuyez sur des faits, ça vous aidera vraiment à rester en fait dans une précision, hein, souvent, et dans un côté factuel. Vous allez aussi partager vos passions, tout ce qui vous anime, que ce soit d'un point de vue activité scolaire, extrascolaire, j'en reparlerai juste après. Et ça, c'est des choses en général qui vous plaisent, donc qui vont vous donner un bon niveau d'énergie à l'oral. Et ça, c'est ce qui est vraiment important pour entrer en relation, puisque c'est un échange, et donc vous rentrez en relation. Et vous allez illustrer vos qualités avec des exemples précis. Alors, je vais re-rentrer un petit peu dans le détail sur ces aspects-là. Il y a une citation d'Oscar Wilde, hein, qui est assez connue, mais c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, c'est l'idée de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre lors de cet entretien, de montrer qui vous êtes, votre personnalité, et de susciter l'envie au jury de vous prendre, bien sûr, au sein de l'école. Alors, le pitch, c'est ce que votre présentation, en fait, c'est la réponse à la question. Je vous laisse vous présenter. Donc, c'est autour de 200, 250 mots à peu près. Parce que si vous dites juste, je m'appelle Cécile Bourbon, j'ai 50 ans, je suis coach à Garches, what else? Donc, l'idée, c'est que vous donniez dans votre présentation quelques points clés sur lesquels le jury va pouvoir rebondir. C'est pour vous aussi l'occasion de garder la main. Parce que ce qu'on n'aime pas en général à l'oral, c'est qu'on n'a pas forcément le contrôle de tout ce qu'on va dire, de comment on va le dire et comment on va tout organiser. Parce qu'évidemment, il y a une part de spontanéité qui est présente. Là, moi, je n'ai pas tout rédigé et je ne suis pas en train de lire un prompteur. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir des idées claires sur ce qu'on va dire, mais de pouvoir garder une spontanéité et une authenticité. Le pitch, l'idée, ce n'est pas de le connaître absolument par cœur, mais d'avoir certains points et de garder la main sur les arguments sur lesquels vous avez envie que le jury vous interroge. Donc, souvent, ce qu'on attend dans ces 2-3 minutes, hein, c'est que vous dites comment vous vous appelez. Donc, ce n'est pas moi, c'est Cécile Bourbon. Donc, je m'appelle Cécile Bourbon. Donc, avec vraiment le prénom-nom. J'insiste, hein, parce que je vois beaucoup d'élèves qui le formulent autrement, hein, comme une carte d'identité, Bourbon Cécile, ou moi c'est un peu familier. Et puis, vous dites, voilà, quelle spécialité vous avez choisi, dans quel lycée vous étudiez, et dans quelle formation vous êtes. Pourquoi vous avez envie de devenir ingénieur et d'intégrer en particulier l'EPF ou l'école sur laquelle vous êtes en entretien. Est-ce que vous avez votre projet professionnel au-delà peut-être de devenir ingénieur, c'est quoi? Si vous avez une idée. Et c'est quoi vos atouts, les points forts, vos points forts scolaires peut-être? Qu'est-ce que vous avez développé comme expérience linguistique? Est-ce que vous avez fait des projets, si vous êtes en STI 2D par exemple? Des stages qui vous ont permis en fait d'avancer sur cette voie ou pas. Bon, si vos stages n'ont rien à voir du tout avec la voie sur laquelle vous avez envie d'aller, pas forcément obligé de les citer. Il faut vraiment rester sur ce qui va vous servir par rapport à votre objectif. Et puis, c'est quoi sur ce qui vous anime en termes de passion, d'activités sportives, culturelles, artistiques, et surtout quelles compétences, qualités ça a permis de développer. Donc là, c'est un petit peu les points clés qui vont vous permettre de vous dire, voilà, c'est ces points-là qui vont vous permettre de réussir dans cette formation. Et c'est ça qui me motive particulièrement pour intégrer votre école. Donc, encore une fois, c'est pas dans le pitch, il doit y avoir ces ingrédients. C'est pas forcément dans cette structure, dans cet ordre. Hein, vous avez tout à fait la liberté de l'organiser. Mais c'est un peu ces points clés qui sont importants pour représenter qui vous êtes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
merci. Alors, ce qui peut vous aider pour le pitch, bien sûr, c'est de l'écrire dans un premier temps. Et après, parce que vous dire, ah ben, j'ai les 2-3 idées en tête et puis je vais improviser le jour même. Oui, bon, peut-être que ça va marcher et peut-être pas. Donc, de vous préparer, voilà, comment se préparer à un exercice, à un exposé oral, c'est important. Donc, de l'écrire, de le relire dans un premier temps à voix haute pour vous. Déjà, vous pouvez vous chronométrer. Vous mettez votre téléphone, vous chronométrez, vous voyez ce que ça donne. Parce qu'il y a des choses qui vont passer à l'oral et d'autres, comme ça sera rédigé, vous allez buter, donc vous allez devoir peut-être le remodifier. Et c'est vraiment un exercice de vous entraîner en vous enregistrant, par exemple, avec votre téléphone, au moins 5 fois. Ça va vous permettre de repérer vos tics de langage. On en a tous. On parlera des tics de langage. Et ça va vous permettre de voir les E, les hésitations, etc. Comment vous pouvez un peu améliorer et faire votre pitch de façon plus fluide. Et après, la deuxième étape, c'est de pouvoir le faire face à face, vous entraîner face à quelqu'un, donc un de vos parents, un ami, un camarade, pour qu'il puisse vous faire un retour sur cette petite présentation. Alors, j'ai une question sur passons-nous l'entretien debout ou assis. On parlera de la posture juste après, mais c'est, vous le passez assis, hein. Vous n'êtes pas là debout sur un exposé, vous le passez assis. En général, je n'ai jamais vu d'entretien debout. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont vous pouvez présenter ces 2-3 minutes d'entretien, le démarrage de la présentation sur lequel le jury va rebondir pour vous poser des questions. Alors, c'est quoi ces questions? Donc, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir préparé toutes les réponses à toutes les questions possibles. Encore une fois, il faut accepter le jeu de la part de spontanéité et vous faire confiance sur votre capacité à pouvoir répondre, y compris sur des éléments que vous n'allez pas préparer. Mais il y a des questions, comme quand on passe un entretien d'embauche, un peu récurrentes, donc qui reviennent régulièrement et qui sont essentielles à préparer. Donc la première, j'en ai déjà parlé, c'est ce fameux « parlez-moi de vous » où on vous laisse vous présenter. Et donc là, c'est un peu ces 2-3 minutes dont je vous ai parlé d'amorce, où l'important, c'est d'avoir gardé un bon niveau d'énergie. Donc, surtout pas parler dans votre pitch, j'ai oublié, peut-être des qualités ou de certaines difficultés, parce que ou le faire de façon positive. Sinon, en fait, au niveau de la voix, vous risquez de perdre un peu confiance, voir le fil de vos idées. Et vous allez perdre ce niveau d'énergie qui est nécessaire, en fait, parce qu'il y a ce côté, je donne quand même la première impression de moi-même. Il y a une citation qui dit, on n'a pas souvent l'occasion de faire plusieurs fois une première bonne impression. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, j'ai ces 2-3 minutes, je ne jouez pas votre vie sur ces 2-3 minutes, hein, mais c'est vraiment se garder un bon niveau d'énergie. Question souvent, évidemment, qui est posée, c'est ce côté, citez-moi 3 qualités et vos défauts. Donc, l'idée, c'est pas se dire, oh là là, je vais pas citer mes défauts, sinon ils vont pas me prendre. Ben non, vous êtes humain, quoi. Vous êtes comme moi, on a des qualités, on a des défauts. On a souvent les défauts de nos qualités. Un élève, enfin un jeune qui est sociable, qui a beaucoup d'amis, parfois, un de ses défauts, c'est qu'il est parfois un peu bavard en classe, parce qu'il a besoin de s'exprimer, etc. Bon. Donc, c'est d'aller regarder, évidemment, des défauts, mais surtout des qualités, et surtout d'avoir des exemples. Donc, pour les qualités, quelques exemples qui illustrent vos qualités. Et puis, pour les défauts, c'est surtout quelle conscience vous en avez et qu'est-ce que vous faites un peu pour vous améliorer ou pour surmonter. Évitez les faux défauts. Genre, je suis perfectionniste. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent cité en se disant, comme ça, je dis un défaut, mais c'est une qualité. Un perfectionniste dans un projet, en tant qu'ingénieur, son défaut, ça sera jamais fini et le projet, il sera jamais sorti. Et donc, ça peut être vraiment, vraiment problématique. Donc, c'est pas si anodin que ça. Donc, c'est vraiment trouver ce qui vous correspond et pas, entre guillemets, le défaut que vous pensez être acceptable. Alors, évidemment, vous faites le tri quand même. Dites que vous êtes toujours en retard. Bon,
Là, ce n'est pas forcément quelque chose qui est entendable par un jury, évidemment. Donc, mais c'est regarder un peu ces éléments-là. Ça peut être, par exemple, citer un exemple de succès et d'échec. C'est voir si vous êtes capable d'identifier des choses que vous avez bien fait, comment vous les avez fait, et aussi des échecs. Hein, on a tous des échecs dans nos vies, et c'est comment on les surmonte. Donc ça peut être un peu une des questions récurrentes. Évidemment, quel est votre projet professionnel? Si vous ne l'avez pas abordé dans votre pitch, le jury va peut-être creuser aussi cet aspect-là par rapport à votre projet, à vos idées. Encore une fois, vous êtes en terminale ou en première, on n'attend pas de vous que vous ayez réfléchi aux 30 prochaines années de votre vie. Mais qu'est-ce que vous mettez peut-être dans l'idée d'ingénieur? C'est quoi un ingénieur? Et qu'est-ce qui vous amène en fait sur cette voie-là? Donc, pourquoi vous avez choisi de devenir ingénieur? C'est quoi un ingénieur? C'est ce que je disais. C'est vraiment ça, c'est des questions un peu clés qui sont préparées. Qu'est-ce qui vous attire dans notre école formation? Comment vous êtes renseigné, par exemple? Quelles sont vos expériences de travail en groupe? Puisque, évidemment, dans une école post-bac, que ce soit en bachelor ou pour certaines formations, c'est des écoles qui valorisent le travail en groupe sur des projets. Donc voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qui vous anime? Alors d'un point de vue scolaire, mais vous pouvez aussi vous servir d'expérience peut-être parce que vous avez fait de la danse, vous avez fait du sport collectif. Ça peut être voilà, aussi aller illustrer avec des exemples, pas uniquement dans votre travail scolaire. Alors, on a une petite question de Lise concernant le troisième point sur les questions clés à préparer, qui nous demande quel type de succès et défaites pourrait-on évoquer? Sur les succès et échecs, alors les succès, ça peut être, c'est vraiment personnel en fait. Sur les échecs, certains, il y a des élèves qui ont vécu comme certains élèves peuvent avoir redoublé ou pas avoir des difficultés dans certaines matières, même s'ils ont choisi des spécialités scientifiques. Donc, ça peut être, voilà, parler de ces éléments-là à partir du moment où ils ont compris un petit peu comment s'améliorer ou se dire, voilà, en première, mes notes étaient vraiment moyennes dans ces matières. J'ai appris à travailler, à m'organiser depuis, par exemple. Donc, je ne veux pas donner de réponse type par rapport à ça, mais ça peut être ce type d'exemple. Si je peux me permettre, je pense que ça, il faut se fier à son ressenti, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez ressenti, là-dessus, j'ai pas fait peut-être le mieux que j'aurais pu faire à ce moment-là, et se demander derrière pourquoi. Ça c'est, je pense, une preuve d'humilité, c'est voilà, en apprendre ses échecs, et donc fiez-vous à votre ressenti passé de ce qui était pour vous un moment désagréable, en disant mince, là-dessus je me suis peut-être un peu loupée, ou au contraire, là, qu'est-ce que j'ai été fière, et là on peut être fier, il ne faut pas hésiter à mettre en avant ses succès tout en étant humble. Voilà, ça peut être des succès collectifs aussi, hein, je pense qu'il y a des succès collectifs individuels. Voilà. Et en termes de succès, vos réussites, alors que ce soit d'un point de vue scolaire, alors, parfois les élèves, moi que je coach, ont du mal à identifier des réussites aussi quand ils ont une haute exigence et qu'ils ont l'impression de jamais faire assez bien, etc. Donc c'est aussi demander peut-être, poser les questions à vos parents ou autour de vous quand on a du mal à le voir soi-même. Donc ça, c'est important d'avoir repéré ça. Et pour répondre à la question, oui, sur le jury, j'ai dit que c'est effectivement souvent c'est 2 personnes. Ça peut être plus 3 peut-être un maximum, hein, mais pas l'EPF. L'EPF, c'est rarement plus 2. Et puis, ça peut être aussi la question sur, par exemple, on attend que l'élève parfois soit aussi autonome. Je pense aux formations binationales qui demandent aux élèves de partir à l'étranger dès la 2e année. Donc là, il faut être capable de démontrer que ça ne sera pas panique à bord si vous vous retrouvez dans un an, que ce soit au Québec ou à Munich pour la formation franco-allemande. Et quelles autres expériences vous avez eues à l'étranger ou de façon autonome, peut-être des colonies, où vous avez été scout.
vous vivez déjà seul, vous faites régulièrement des choses seul. Voilà, pour montrer que vous avez cette capacité à être autonome ou des situations sur lesquelles vous avez pris des initiatives et quel type d'initiative. Alors, une question qui peut être un peu, voilà, c'est quoi vos projets pour cet été, pour justement voir si vous avez déjà réfléchi, anticipé, est-ce que vous êtes plutôt du genre à partir avec des copains, avec vos parents, en colo, explorer, faire du cyclotourisme, enfin voilà, c'est un peu réfléchir à ce qui... enfin, savoir, hein, mais je ne vous dis pas que toutes ces questions vous êtes posées, hein, mais ça peut faire partie des questions un peu récurrentes. Et puis, une dernière, parce que je ne peux pas voilà, lister toutes les questions, c'est avez-vous des questions justement? Et là, c'est important d'avoir réfléchi à 2-3 idées de questions, ou quand le jury va se présenter, ou vous expliquer des choses peut-être par rapport à la formation, être capable de rebondir et d'avoir quand même quelques questions, et pas des questions très bateaux dont vous pouvez avoir les réponses en regardant la plaquette de l'école ou le site internet quand même. Donc ça, c'est important, ça montre aussi votre curiosité. Si vraiment vous aviez préparé par exemple des questions et que le jury a répondu, ou dans l'échange vous a répondu, bon, vous pouvez dire effectivement que vous y avez répondu au fur et à mesure de notre échange. C'est clair de mon côté, mais c'est bien d'avoir quand même une ou deux questions à préparer. Donc, vous pouvez trouver sur Internet, etc., plein d'autres questions. L'idée, c'est déjà d'avoir un peu des réponses sur ces aspects-là. Et encore une fois, il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses. Il y a juste vos réponses qui comptent. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça, on va en parler juste après. La partie un peu liée à vos messages. Donc, point clé, la préparation sur la partie de vos arguments et également soigner évidemment toute la partie quand vous allez vous exprimer. Faites-le avec des phrases simples, hein. Soyez attentif à bien finir vos phrases, utilisez des termes précis en évitant un langage familier. Vous adressez quand même à un jury au sein d'une école. Essayez de tourner vos phrases de façon positive. Plutôt dire « je ne suis pas assez, je ne suis pas très à l'aise », râle par exemple. Non, il y a certaines situations, peut-être vous vous sentez intimidé. Essayez d'éviter aussi certains clichés. Je suis très motivée, j'ai le goût du challenge, etc. Bon, pas tomber non plus dans des trucs trop clichés. Restez vraiment, et plus vous appuierez sur des exemples concrets, plus vous resterez factuel et vous éviterez de tomber dans un côté trop emphasique en fait. Et attention à essayer de contrôler vos tics de langage. Hein. Je disais tout à l'heure, on en a tous. Genre, du coup, voilà. Souvent, on termine, ça arrive à tout le monde, toute une présentation et on termine par voilà. Donc ça, vous le repérez en fait quand vous enregistrez. Alors, au-delà de la partie verbale, il y a tout un aspect lié au non-verbal et au paraverbal. Qu'est-ce que c'est? On dit que l'impact d'un message, il y a 80% de son impact qui va être lié non pas à ce que vous dites finalement, mais comment vous le dites avec la voix, mais également tout le langage non-verbal. Donc là, je suis en tout petit, donc vous ne voyez pas en grand, etc. Mais vous faites attention sûrement la façon dont je me tiens, dont je vous regarde, même si je suis en tout petit, dans la façon dont je souris, les mains qui bougent, la façon dont je suis habillée, qu'est-ce qu'il y a derrière autour de moi, etc. Tous ces éléments influencent bien sûr la façon dont on est perçu et notre message. Donc, c'est important de l'avoir en tête pour pouvoir vous... Alors, oui, je suis perturbée, je suis dans le « e », etc. Parce que j'ai quelqu'un qui dit « Pouvez-vous remettre la slide précédente, s'il vous plaît ?» Sur la partie du verbal ou sur la partie des questions? Je vais regarder. Parce qu'en fait, il faut que j'avance. Je suis désolée, je vais quand même avancer, sinon on n'aura pas le temps de tout voir et on laissera un peu de place aux questions.
Donc, la voix aussi, c'est quelque chose. Alors, vous n'allez pas vous entraîner. Alors, vous allez vous entraîner pour le grand oral aussi. Hein, donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Donc là, je ne vous donne pas toutes les clés liées à l'éloquence. Il y aura un webinaire organisé là-dessus. Mais que par la voix et par l'énergie que vous allez y mettre, évidemment, votre message aura plus ou moins d'impact. Si vous dites « je suis motivé et dynamique » comme ça, imaginez bien que il n'y aura pas de congruence, c'est-à-dire de cohérence entre la façon de ce que vous dites et la façon dont vous l'exprimez. Donc, c'est important d'avoir évidemment ce degré de cohérence. Et que c'est important d'essayer d'identifier ces aspects-là, mais vous n'allez pas pouvoir tout changer si jamais, mais c'est d'être juste attentif. Je ne vous dis pas de vous transformer, bien au contraire, mais d'être attentif à ces points-là. La posture, et il y avait une question tout à l'heure sur le côté, est-ce que c'est assis ou à l'oral? C'est important parce que ça fait partie de cet impact que vous avez. Dès que vous rentrez, vous allez donner une impression au jury. La façon dont vous vous tenez, dont vous allez serrer la main aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le contexte Covid, bon, on n'est plus dans cette approche-là, mais en tout cas, dont vous allez vous tenir, tout de suite sourire, hein, vous asseoir en regardant le jury. Le regard, c'est important. Donc, vous êtes là, vous avez de la valeur. Donc, vous êtes là-bas pour regarder vos pieds, vous regardez à droite, etc. Donc, c'est important de regarder qui vous avez en face et de sourire. Sourire, ça va vous mettre en confiance et ça va aussi mettre en confiance le jury. C'est de la sympathie, on est des humains. Hein. Un sourire, tout de suite, il y a quelque chose qui passe en courant, de la communication. Et ça va vous détendre. Même si vous n'êtes pas détendu à l'intérieur, ça va vous aider. Ça va envoyer un signal positif à votre cerveau pour vous détendre. Et donc, quand vous êtes assis, c'est aussi d'être ancré. Alors là, vous avez l'image, par exemple, de la posture de Gaston Lagaffe, pour ceux qui connaissent, qui ne donne pas une image très dynamique et motivée. Donc, l'idée, c'est d'avoir, quand vous êtes assis, quand même, une certaine ancrage. Donc, ancrage, on entend, par exemple, les 2 pieds au sol. Ça, c'est important. Que vous soyez debout ou assis, vos 2 pieds, souvent, les élèves, quand ils sont stressés, certains peuvent, alors là, je ne sais pas, vous êtes face à vos ordinateurs, etc., peuvent avoir tendance à bouger le pied, avoir le pied qui bouge, ou avec la main, avoir un stylo, jouer avec, etc. Donc ça, il faut éviter. Ça fait partie de ces gestes parasites qui déconcentrent sur ce que vous êtes en train de dire. Si là, moi, je suis en train de faire ça, etc., de bouger, de toucher mes cheveux, etc., bon, vous allez peut-être perdre le fil et ça va montrer peut-être certains signes de stress que je peux avoir à l'intérieur et que j'essaie de ne pas montrer à l'extérieur. Donc, l'ancrage, c'est vraiment vous dire, vous avez les 2 pieds collés au sol et vous imaginez que vous êtes un arbre. Donc, ça, c'est important. Et ça vraiment donne une assurance. Donc, on n'a pas le temps de faire l'exercice, mais qui vous aide. Donc, si vraiment vous avez un point à retenir cette présentation, que ce soit pour le grand oral du bac ou pour les entretiens, l'ancrage est d'avoir les 2 pieds au sol et pas les jambes croisées, par exemple. Ça vous donne plus de dynamisme. Là, je suis en train de vous parler. J'ai les jambes bien ancrées. Et ça n'empêche pas de pouvoir bouger ses mains. Vous n'êtes pas obligé de coller vos mains. Faites attention si vous avez tendance, par exemple pour les filles, à toucher les bijoux, les bracelets, etc., les cheveux. Vous les attachez, ne pas mettre de bracelets, de bijoux, si vous avez repéré que c'est un tic que vous avez régulièrement. Et pensez à respirer. Mais je ne le fais pas assez là quand je parle. De temps en temps, des pauses quand vous parlez, prendre le temps de respirer et de sourire. Alors, 2 points encore importants. J'ai 2 autres slides avant de terminer, de passer aux questions-réponses. C'est quels sont finalement les obstacles, au-delà de la partie préparation que vous avez, qui peuvent être compliqués pour vous. Souvent, vous avez la peur qui est la plus partagée par les humains, qui est celle de parler en public. Alors, c'est vraiment la peur principale, devant même la peur de mourir pour la majorité des gens. C'est vraiment quelque chose qui est partagé. Et avoir ce trac qui est présent, c'est normal, c'est se dire que c'est OK.
On appelle ça même la glossophobie, la peur de parler en public. Le tout, c'est d'arriver à faire redescendre la pression. Et comment on peut y arriver? C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Donc, vous posez la question pour vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a derrière cette peur? Souvent, c'est la peur d'être jugé finalement, la peur du regard de l'autre, la peur de déplaire. C'est comme si vous étiez vous-même, vous n'allez pas plaire à la personne en face. Donc, il y a un travail là-dessus à faire, se dire, tiens, pourquoi je ne plairais pas à cette personne? Après tout, voilà, je suis à l'oral, je vais présenter qui je suis et je vais faire de mon mieux. Et donc ça, en général, ça aide à faire redescendre le niveau de stress. Puisque le stress, en soi, c'est se dire que c'est pas, ça vous met en action. Donc, c'est aussi le voir de façon positive. Là où il devient problématique, c'est quand le niveau atteint un seuil trop important qui peut vous amener à des situations de blocage. Vous allez perdre le fil, vous allez bafouiller, vous allez plus vous souvenir de ce que vous aviez préparé. Donc là, ça devient problématique. Donc, pour faire redescendre, c'est se dire qu'il y a cette peur qui est présente, mais vous n'êtes pas un singe. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, derrière la mécanique de ce stress, on fait appel, alors ça, c'est des études qui ont été faites au niveau des neurosciences, on fait appel à un pan de notre cerveau limbique, qui est la partie qui reste vraiment de l'évolution de l'homme depuis les temps préhistoriques. Et on revient à cette partie du cerveau archaïque, on va dire, qui faisait qu'on a des mécanismes de survie qui nous ont aidés, voilà, à résister, à évoluer et à éviter le danger surtout. Et pour éviter le danger, comment ça se passe? Si vous avez une voiture qui arrive sur vous, vous allez réagir de façon instinctive. Donc, soit vous allez vous jeter en général, vous allez vous jeter à côté pour évidemment l'éviter. Donc, vous êtes dans le côté fuite. Certains, face au danger, peuvent se sentir bloqués, tétanisés, il n'y a plus de mouvement possible. Ou au contraire, vous allez affronter le danger. Donc, face à une voiture, vous n'allez pas sauter face à la voiture, mais face à un danger, quelqu'un qui vous agresse, vous allez aussi peut-être aussi riposter. Ben, en fait, ça se passe à peu près la même chose quand vous êtes un peu à l'oral, en termes de mécanisme. Et donc, c'est d'identifier, tiens, je me sens bloqué là, respirer un grand coup, parce qu'effectivement, se dire, je ne suis pas un singe, c'est bon, ça va, mon cerveau, là, il réagit comme si j'avais une vraie situation de danger. Mais c'est quoi le danger? Est-ce que ces gens face à moi, ils veulent me tuer? Non, ils veulent juste m'écouter, en fait. Et donc, ça permet quand même un petit peu de relativiser et de récupérer des neurones. Ça, c'est d'un point de vue intellectuel. Et d'un point de vue plutôt corporel, passer par la respiration. Donc, prendre un temps de respiration et montrer que si les 2-3 premières minutes, vous êtes aussi stressé, ça montre qu'il y a de l'enjeu sur l'entretien. Et c'est OK. Voilà, le jury ne s'attend pas à ce que vous ne soyez pas du tout stressé. Donc, ça, enlevez-vous cette croyance qui est « je ne dois pas être stressé ». Et autre croyance, c'est penser que vous devriez être quelqu'un d'autre. Et si vous pensez que vous pouvez être peut-être une meilleure version de vous-même, ok, ben créez-vous cette version et puis essayez de vous y raccrocher quand vous parlez en pensant que vous l'êtes vraiment. C'est fake and you make, c'est-à-dire faire semblant et puis finalement, vous allez faire comme si vous l'étiez vraiment. Donc finalement, imaginez que vous êtes un personnage, si ça peut vous aider à mettre par exemple de la distance. Je ne vous dis pas, toutes ces techniques, elles ne marchent pas pour... C'est vraiment propre à chacun de trouver un peu ce qui peut l'aider et le tester. Et puis, essayez de chasser, si vous l'avez, cette conviction parasite, je suis nul à l'oral. Souvent, on se dit, je suis nul à l'oral. Donc, non, vous avez sûrement un point fort, des points forts que vous avez d'ailleurs peut-être pas identifiés. Ça peut être la façon dont vous vous exprimez, vous êtes assez concis, vous savez trouver des mots percutants, des images, des métaphores, vous avez une jolie voix, vous avez un bon rythme, du dynamisme. Voilà, essayez de trouver au moins un point fort si jamais vous avez cette conviction, je suis nul à l'oral. Et souvenez-vous peut-être d'exposés que vous avez faits et d'éléments qui sont importants pour vous et qui ont fait que ça a marché. Et ne cherchez pas à être parfait.
Vraiment, il y a le côté je dois être parfait pour que ça réussisse. Non, personne n'est parfait, ça n'existe pas la perfection. Et relativiser, vous ne jouez pas votre vie sur un entretien, même si l'école a de l'importance, etc. C'est aussi vous dire que vous avez des plans derrière et vous sentir en confiance par rapport à ça. Pour booster la confiance, avant de passer aux questions-réponses, c'est vraiment croire en votre valeur. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Croire en vos possibles, c'est-à-dire imaginer, souvent on imagine le pire. Mais imaginez que l'entretien se passe bien. Vous pouvez imaginer que ça se passe mal, mais vous pouvez aussi visualiser que l'entretien s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est bien passé? Voilà, vous imaginez aussi dans cette situation. Bien vous préparer, donc on a vu la partie préparation, répéter, visualiser que ça se passe bien, pensez à la respiration. Préparez bien sûr votre tenue, donc on n'attend pas que vous arriviez de vous déguiser un entretien en smoking, etc. Mais voilà, montrer que vous avez de l'attention pour l'école et voilà, ça fait partie des attendus, que vous soyez quand même assez bien habillé. Préparer des affaires, un carnet de notes ou des pages avec un stylo, des pages blanches pour noter. Arriver en avance pour éviter le stress. Juste avant l'entretien, si vous avez besoin de renforcer votre confiance, vous pouvez prendre une posture genre de Superwoman, Wonder Woman, de se dire qui met vraiment en confiance, je vais y arriver, voilà, une posture positive qui vous met en confiance et avec un sourire intérieur qui va se voir aussi à l'extérieur. Quand vous passerez, pensez à l'ancrage, à la posture, à la respiration, au-delà des choses que vous avez à dire. Voilà, 3 choses clés. Soyez le plus possible positif et enthousiaste. Et essayez de trouver le jury séduisant, c'est-à-dire de ne pas le voir, c'est ce que je disais en introduction, comme un tribunal qui va vous juger, mais qui est là pour comprendre qui vous êtes et qui a vraiment peut être aussi dans la bienveillance. Et donc, ça peut être aussi dans l'écoute, bien sûr. Vous devez écouter quand il vous parle. Vous pouvez reformuler des questions si vous n'avez pas tout à fait compris ou si ça vous aide. Et puis, pensez bien sûr à remercier à la fin de l'entretien. Voilà un petit peu les points clés que je voulais vous partager pour que vous soyez plus, à condition que vous soyez motivés, bien sûr, préparés pour réussir ces oraux. Merci Cécile, merci beaucoup. Je vois que les questions commencent à arriver. En effet, les questions reviennent sur l'habillement. Thibaut et Lise posent des questions. Faut-il mettre une cravate, une veste Quel est ton... Alors, je dirais c'est vraiment se sentir bien habillé sans être déguisé. Donc, si vous n'avez jamais mis de cravate, non, mettez pas de cravate. Non, ouais. Pas. Ça peut être un polo, ça peut être une chemise, le costume cravate pour un entretien. Si ce n'est pas votre façon de vous habiller, non. Mais voilà, un polo, ça peut être un polo et veste, mais pas forcément une cravate. Et les filles, on n'attend pas qu'elles soient en tailleur non plus. Hein. Vous pouvez être aussi en jean, mais le jean, évitez votre jean le plus troué. Quoi. On a vraiment, essayez de faire attention un petit peu. Évitez peut-être le jogging et le sweat à capuche, même si tous les étudiants sont en sweat à capuche. Bon, peut-être, mais après, bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas forcément, c'est montrer qu'il y a un certain soin dans votre tenue. Mais c'est surtout vous être à l'aise. Encore une fois, ce n'est pas vous travestir, c'est être qui vous êtes. Vous n'allez pas à un mariage, mais quand vous allez à un mariage, vous ne vous habillez pas de la même façon que quand vous allez en cours. Voilà. C'est trouver un juste équilibre. Hein. Oui, voilà, ça a montré qu'on fait un effort voilà, dans ce contexte qui est un peu différent. C'est l'attention qu'on porte à la personne qui est en face. Et si vous êtes dans le déguisement, comme dit Cécile, si vous n'êtes pas habitué à mettre des cravates, un costume complet, vous ne serez pas vous-même et vous allez attirer l'attention sur autre chose que vous allez souhaiter exprimer. Ouais. Donc, voilà, merci Mathéo. Merci Mathéo qui remercie pour ce live. Il y a un replay qui sera disponible et qui sera communiqué sur les pages réseaux sociaux de l'EPF. Alors, il y a une question sur la partie du pitch. Ce n'est pas le speech, c'est le pitch. Sur les qualités des projets, le jury posera tout de même des questions sur ces sujets. Oui, parce qu'en fait, dans le pitch, si vous avez 2 minutes, 2-3 minutes pour vous présenter, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le détail de tout. Donc, vous allez juste, finalement, distiller les ingrédients sur lesquels le jury va s'appuyer. Est-ce que vous pouvez développer cette partie-là, par exemple? Ne tombez pas dans le travers de tout dire dans les 2-3 minutes de présentation. Il ne faut pas que vous fassiez 6 minutes. C'est beaucoup trop.
Le jury va s'ennuyer, il en aura marre. Donc, c'est vraiment donner, essayer d'être concis sur des points clés sur lesquels le jury va pouvoir s'appuyer pour vous poser aussi des questions. Étant scout, faut-il en parler? Si vous illustrez, par exemple, le fait que vous aimez travailler en groupe, que vous êtes autonome, etc., vous pouvez tout à fait le dire. C'est parce que j'ai été scout pendant tant d'années, que j'ai encadré aussi, peut-être d'autres élèves, vous avez été encadré. Oui, je veux dire, ce n'est pas la connotation derrière, c'est qu'est-ce que ça vous a appris. Ce n'est pas juste j'ai été scout, en fait, qui est important. Qu'est-ce que ça vous a permis de développer comme compétence et comme qualité? Bon, merci à toutes et à tous. Si on arrive à la fin de ce webinaire. S'il y avait d'autres questions ou pas, non, j'ai l'impression que c'est… Non, bah voilà, tout le monde nous dit merci. Merci. Okay. Bonne journée à tous, à toutes. J'espère que cela vous a aidé et que vous pourrez passer des bons entretiens pour réussir vos oraux. Bravo, bravo. Merci Cécile. Bon courage à tous et en effet, soyez positifs, c'est, je pense, une des clés principales. Et puis, il y a un rendez-vous le 1er juin pour ceux qui veulent avoir des clés pour préparer aussi le grand oral, qui sont en terminale. J'irai un peu plus loin sur la partie éloquence, etc., comment ça se passe. Et si, voilà, parler à des camarades, pour le 1er juin, ça sera à 18h, je crois, je vous dis, c'est ça? Exactement. On se retrouve très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. C'est vrai qu'on va développer plus de webinaires comme ça, de rendez-vous. On a un rendez-vous le 22 mars aussi, à 18h ou 19h, pour ceux qui ont des questions sur Parcoursup, qui ont des questions sur l'EPF. On se retrouve un peu sur le même format, avec d'autres intervenants et intervenantes. Normalement, des élèves de l'EPF seront présents et présentes pour vous parler un peu plus de l'école. Vous pouvez aussi venir à l'EPF, n'hésitez pas, vous pouvez rencontrer des élèves, prendre rendez-vous. Vous pouvez nous écrire à communication@epf.fr. Marielle vient de poster un lien aussi sur la prochaine JPO qui aura lieu en juin. N'hésitez pas, les portes sont ouvertes, au-delà même de ces fameuses journées portes ouvertes, pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner au mieux dans ces années importantes pour vous. Bon courage à tous. Merci. Bon courage pour finaliser tous les projets Parcoursup, les projets motivés. Voilà, bon courage. Merci Marielle, merci Marielle qui modère l'événement. Merci. Merci. Au revoir.